Voilà, alors mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à vous, Stéphanie Gonzalez, et bonjour à vous, Patrick Oliva. Bonjour. Je vous remercie de nous suivre aujourd'hui. Comme vous le savez, on va parler de l'avenir des transports. Mais tout d'abord, je voulais vous présenter, pour ceux qui nous suivent en direct, sur Facebook. Alors Stéphanie, vous êtes Product Manager et porte-parole de la société suisse de Car Sharing Mobility. Oui. La société est leader sur le marché européen de l'autopartage et puis c'est un acteur majeur en Suisse. Et avant cela, vous aviez travaillé aussi pour la société Catch a Car et pour le Touring Club Suisse. Exactement. Voilà. Et pour vous, Patrick, alors je vois qu'il y a un peu d'animation du côté de la Bretagne. Un petit peu, oui, effectivement. J'ai du mal à contrôler là, mes petits enfants. Finalement, je me suis dit, ai-je vraiment besoin de vous présenter parce que la fondation, vous connaissez très bien. Donc, vous avez fait partie du groupe d'expertise de la fondation. Vous êtes un des membres du conseil. Vous avez aussi organisé plusieurs événements majeurs à nos côtés. Mais vous êtes aussi ingénieur de formation. Vous avez fait une longue carrière au sein du groupe Michelin. Vous avez quitté il y a 3 ans. Et parmi vos nombreuses casquettes, vous êtes cofondateur du PPMC, donc Paris Process on Mobility and Climate, et qui est chargé d'animer le sujet transport dans le Global Climate Action Agenda des COP 21 et 22. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui et de nous donner ce temps précieux, en plus sur vos vacances. Patrick, merci. Et surtout de nous faire bénéficier de toutes vos expériences. Donc, si vous voulez bien, avant de vous écouter sur cette thématique des transports de demain, qui est notre thème de ce soir, je voulais très rapidement présenter le groupe d'expertise de la Fondation et le contexte de cette orientation de recherche sur la durabilité. Je sais qu'il y a beaucoup… Il y a trop de bruit. Il y a beaucoup d'enfants… Il y a beaucoup d'enfants qui sont intéressés par ce qu'on se dit, d'ailleurs. Ils peuvent participer à l'événement. Il y a en fait… je dirais, beaucoup de personnes qui connaissent la Fondation Jean Monnet avec nos archives, nos événements sur l'actualité européenne. Mais c'est vrai que du coup, peu connaissent notre groupe d'expertise, dont d'ailleurs Patrick fait partie. Du coup, comme beaucoup le savent, la Fondation Jean Monnet s'intéresse aux différentes facettes des enjeux européens. Et la thématique de durabilité en fait, du groupe d'expertise est apparue pour nous comme étant au cœur même des grands enjeux européens. C'est pour ça qu'il nous a semblé vraiment important de suivre cette voie. Voilà. Ce groupe, en fait, c'est une sorte de think tank et il a été créé en 2016 par la Fondation. Et c'est Eva Paul, donc, qui est avec nous aujourd'hui, qui le gère très bien, qui est la chargée projet de ce groupe d'expertise. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est assez content. On a pu sortir 3 publications sur les transports. Et la dernière en date concerne une étude comparative sur les transports de 8 villes en Europe qui s'intitule « Réinventer les comportements de mobilité ». Donc, ça fait complètement écho à notre thématique de ce soir. Et puis, j'invite vraiment les gens qui nous suivent aujourd'hui en live à aller sur notre site, enfin plus tard, à aller sur notre site internet parce qu'on peut vraiment télécharger toute la publication gratuitement. Voilà. Et l'axe majeur d'études, donc c'est la durabilité, mais à partir de 2020, donc là en milieu d'année, on va marquer un tournant puisqu'on va continuer prochainement sur la société 4.0. Donc je vous invite vraiment à continuer à suivre ce qu'on fait d'un point de vue événementiel ou publication, et on va parler notamment des smart cities. Voilà. Alors pour revenir à notre événement de ce soir, on va vous entendre sur la question « À quoi ressemblera le transport de demain ?» Et je trouve personnellement que cette question prend tout son sens, surtout compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle que le monde traverse en ce moment. Alors, il y avait un article récemment de Suisse Info et où Vincent Kaufmann, en fait, qui est professeur en sociologie urbaine à l'EPFL, l'éminent professeur Kaufmann, nous indique que la pandémie, finalement, remet en question notre modèle de mobilité.
avec des avions qui ne décollent pas, le télétravail, les transports publics à moitié désertés, les vacances reportées, etc. Moi, je voulais savoir, Patrick, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, écoutez, je pense qu'on ne peut pas ne pas être d'accord avec le fait que la Covid a créé une situation nouvelle. Est-ce qu'elle a fondamentalement changé les choses? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que je pense que ce que ça a fait, c'est que ça a plus que jamais révélé des éléments de transformation qui étaient nécessaires. Je vais m'expliquer. On sait très bien qu'il nous faut transformer il faut transformer la mobilité. Et quand je parle de mobilité, ça fait la mobilité des personnes et puis la mobilité des biens, hein, évidemment. Hein, on s'intéresse aussi à la logistique. On a changé pour différentes raisons. Il y a une raison qui est purement sanitaire. Voilà. Et on est aujourd'hui dans le sanitaire. Alors, il était un petit peu différent puisque le sanitaire, on le mettait surtout du côté de la pollution urbaine, par exemple, la pollution atmosphérique en ville. On le mettait du côté des accidents de la route, on le mettait du côté du bruit. Bon, et on vient de découvrir avec la Covid-19, finalement, une facette un peu complémentaire, mais qui est simplement oubliée jusque-là, qui était le fait que tout ce qui était mobilité en commun était finalement avec des éléments de prophylaxie extrêmement faibles. Et on le savait. On le savait très bien. On savait très bien que prendre un train, on est assis les uns à côté des autres. Prendre un bus, on est dans certains cas pas mal serré. Donc, cette Covid a simplement révélé ce pan sur lequel, par exemple, moi-même, j'ai toujours alerté et en disant attention, on va découvrir un mot ou un autre que les transports en commun manquent de cette dimension absolument essentielle de prophylaxie. Donc, à un moment donné, beaucoup de ténors qui sont en faveur du transport en commun, et on comprend tout à fait pourquoi, et on a besoin de transport en commun, mais vont devoir se rendre compte qu'il y a là une lacune et qu'il nous faut reconcevoir aussi les transports en commun. Voilà, mais ça, je crois que c'est très important. Et en revanche, on s'est rendu compte qu'avec moins de circulation dans les villes, eh bien, l'air s'améliorait, qu'on avait un petit peu moins d'accidents, notamment avec les piétons dans les villes, etc. Bon, et moins de bruit. C'était même d'ailleurs très très agréable par certains côtés, hein, cette période de confinement. Voilà, donc il y a ce côté sanitaire qui est vraiment là et qui a simplement pris, à mon avis, pas mal d'importance, et une importance légitime parce que beaucoup de gens voulaient sous-estimer en particulier ces éléments liés à tout simplement à la promiscuité et donc la nécessaire prophylaxie qui doit y être attachée. Sur les questions qui motivent la transformation, les autres questions, je pense qu'elles demeurent. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un système où il nous faut absolument, en tout cas c'est ma conviction, changer de système énergétique, ne serait-ce que pour traiter les questions de climat, mais également aborder les questions de biodiversité liée à l'utilisation de ces énergies fossiles. Et puis, bien évidemment, il y a aussi des questions d'économie, beaucoup d'économies. Je parle par exemple de l'économie française, je pense qu'il en est de même de l'économie suisse, où nous avons une dette énorme en termes de commerce extérieur qui est liée à l'approvisionnement de ces énergies fossiles, etc. Donc il y a des déséquilibres, bien évidemment, qu'il convient de corriger. Et je pense que ces questions-là demeurent tout simplement. Hein, voilà. Donc pour moi, l'urgence à transformer est tout simplement un petit peu exacerbée. C'est une très bonne chose. Ça permet de montrer qu'il ne s'agit pas dans cette transformation de se dire simplement il suffit de, hein, parce que je l'entends beaucoup, il suffirait de chasser les voitures des villes, il suffirait de mettre tout le monde en transport en commun. Évidemment, ça ne marche pas. Évidemment, ça ne marche pas. Et d'une certaine manière, je dis que la Covid-19 a permis de restaurer un petit peu de bon sens, en se disant, attention, l'essentiel des mobilités des personnes, au moins, hein, des personnes, ce sont des mobilités individuelles. Je vais chez ma cousine et je suis seul y aller. Voilà, donc c'est une réalité. J'ai envie peut-être de faire du car sharing sur un bout du chemin, mais je ne vais pas aller jusque chez ma cousine avec quelqu'un. Donc il faut avoir toujours, il faut garder la raison dans ces contextes-là. Et donc, l'essentiel de la mobilité, c'est une mobilité individuelle. Bon, le transport en commun peut rajouter une dimension intéressante, mais cette dimension, il s'agit de la structurer et de ne pas en faire, finalement, idéologiquement, dogmatiquement, une question de principe, comme je l'entends trop souvent. Hein. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui partagent mes convictions de transformation, mais
avec lesquels je ne suis pas d'accord, tout simplement parce que la solution, la panacée, ce serait de mettre les gens en commun. Non, parce que c'est pas la vie, d'une part, et parce que, ben oui, tiens, on vient de découvrir la Covid-19 que ça se passe pas aussi simplement que ça, et qu'il va falloir reconsidérer beaucoup de choses. Donc, en soi, c'est très intéressant parce que ça permet de montrer qu'il va nous falloir, là, reprendre des dimensions que nous avions déjà un petit peu développées, explicitées, ne serait-ce qu'avec la Fondation Jean Monnet et dans ses publications. Mais en même temps, il va falloir un petit peu ouvrir, je dirais, le champ de la reconception de nos différents moyens de transport, en particulier pour les personnes. C'est peut-être un petit peu moins critique pour la logistique, encore que, hein, mais pour les personnes, on s'est rendu compte que c'était... Et ça, je pense que c'est finalement quelque chose qui vient rajouter un élément d'urgence à une situation que nous qualifions déjà d'urgente, donc elle est extrêmement urgente. Je vous remercie, Patrick. J'avais une question pour Stéphanie concernant Mobility. Alors, on a vu, vous avez dû mettre fin à une offre qui paraissait la plus durable, à savoir l'application Mobility Carpool, où finalement, j'explique un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est l'utilisateur qui partage une course avec un autre utilisateur. J'imagine que la Covid a dû avoir un impact assez important sur ce service. Et pouvez-vous nous dire de quelle manière était perçue cette offre par l'utilisateur? Est-ce qu'on peut imaginer la revoir prochainement dans vos services ou bien de manière adaptée? Alors, pour expliquer un petit peu l'historique, Mobility a toujours souhaité tester des nouvelles formes de mobilité et Carpool a été l'un de ces tests. On a lancé il y a 2 ans cette application pour en fait vraiment partager les trajets donc du covoiturage pour pouvoir aller d'un endroit A à un endroit B en étant accompagné. On a lancé cette application. On pouvait partager autant les voitures Mobility en car sharing, mais aussi les voitures privées. C'était vraiment pour tous les Suisses. On a fait une phase test, on a fait le bilan en début d'année. Donc, en fait, le Covid n'a pas eu trop d'impact parce que la prise de décision de l'arrêt de cette application a été prise avant le Covid. Maintenant, on a pu remarquer qu'il y a plusieurs facteurs en fait pour la réussite de cette application. Déjà, au niveau technologique, on a besoin d'une technologie pour la réussite de cette application de covoiturage qui permettrait aussi, enfin, qui demanderait beaucoup d'investissement au niveau financier. Et cet investissement, au vu du peu de succès, en fait, du succès mitigé, je dirais, de cette application, on n'a pas voulu investir cet argent, en tout cas pas maintenant. Et il y a un autre facteur, c'est que culturel, en fait, tout simplement, c'est qu'on a remarqué que les Suisses ne sont pas forcément encore prêts à réellement partager avec une personne qu'ils ne connaissent pas la place dans la voiture. Donc, en fait, il y a vraiment différents facteurs qui font qu'on est arrivé à cette conclusion de carpool. On n'est pas tout à fait prêt, donc on préfère arrêter plutôt que d'essayer vraiment de le lancer, enfin de le développer pour finalement arriver à un constat peut-être on n'est pas prêt. Et peut-être, mais par contre, peut-être que d'ici quelques années, on développera quelque chose d'autre ou peut-être que les Suisses seront plus aptes à partager la place dans une voiture. Tout est ouvert. Je vous remercie. Ça rejoint une autre question que j'avais en fait finalement en termes de nouvelles formes de mobilité. Qu'est-ce qu'on a besoin en fait? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a justement il y a des conditions cadres qui doivent être respectées, comme par exemple au niveau de la réglementation. Il ne faut pas que ce soit non plus un effet de mode. Il faut que ce soit quelque chose de durable. Il faut que l'entreprise aussi investisse au niveau technologique. Et pour que ça marche bien, il faut que économiquement ce soit viable. Il faut que ce mode de déplacement il soit utile aussi pour les gens et qu'il y ait assez de déplacements pour que ce système marche. On peut le voir par exemple avec le car sharing, avec Mobility, qui a plus de 20 ans d'expérience aujourd'hui. On a remarqué que par exemple, c'est une vraie réussite au niveau suisse, dans le sens où plus de 50% des Suisses en milieu urbain ne possèdent pas de voiture en fait aujourd'hui. Donc, ils ont aussi un besoin, comme vous disiez très bien, Monsieur Oliva,
que les gens ne peuvent pas tout le temps dépendre des transports publics. Ben, parfois, ils ont besoin d'une voiture et ce 50%, ça leur permet de ne pas posséder de voiture. Donc ça, il y a une réelle demande et un réel besoin et c'est quelque chose qui se développe petit à petit. Après, par exemple, on a fait le constat avec ces nouvelles mobilités. On a fait un autre test avec les scooters électriques à Zurich où il y a eu plusieurs problèmes qui sont survenus par la suite, où on a pu remarquer que les scooters, c'était un petit peu un effet de mode, qu'il y a une saisonnalité dans ce produit qu'on n'avait pas forcément, on avait pris en considération, mais qui est difficile en fait d'année en année à reconduire. Il y a aussi, on a aussi eu des problèmes techniques avec ces scooters électriques. Et pour finir, il y a eu un changement de loi en fait pendant qu'on avait ces scooters électriques, c'est-à-dire qu'à la base, le permis de conduire, la voiture permettait de conduire ces scooters et il y a eu un changement de loi. Donc avec tous les nouveaux permis, il fallait passer un permis supplémentaire, ce qui met encore une barrière à l'entrée pour pouvoir conduire ces scooters électriques. Et la ville de Zurich a rajouté une taxe sur tous les scooters. Donc, en plus, il fallait que encore plus de Zurichois utilisent ces scooters pour que ça devienne réellement rentable. Donc voilà, on a arrêté les scooters électriques l'année passée parce qu'on a remarqué que c'était trop compliqué et pas rentable à terme. Par contre, le car sharing marche très bien et on a différentes autres formes de car sharing, comme par exemple le one way pour aller d'une ville à une autre, ou le free floating, donc c'est-à-dire les voitures en libre service dans une même ville qui marchent très bien actuellement. Alors, je trouve intéressant ce que vous dites. Enfin, vous avez soulevé beaucoup de questions chez moi, mais dont une particulièrement sur là sur le sujet de cette application Carpool. Ça soulève quand même cette notion d'acceptabilité sociale, de fait de quand même, qu'il faut avoir une acceptabilité des gens, que les gens soient prêts à faire le pas pour pouvoir développer telle ou telle offre. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on développe dans notre publication, à savoir que on peut pas de manière homogène développer un même modèle de mobilité durable dans toutes les villes. Enfin, on n'aura pas la même chose à Copenhague qu'on aura à Lausanne, qu'on aura à Paris ou je ne sais quoi. Comment est-ce que vous faites, sachant qu'en plus en Suisse, le contexte est quand même assez particulier puisqu'on a 4 langues, donc finalement 4 cultures, si j'ose le dire, différentes. Comment est-ce que vous adaptez votre offre par rapport à ça? Est-ce que vous faites des études de marché? Comment est-ce que vous faites pour savoir quoi implanter dans quelle ville? Ou est-ce que ça fait partie de votre concept? Comment est-ce que vous voyez ça? Tout à fait. Alors, on ne fait pas de différenciation au niveau des langues. On fait plutôt une différenciation au niveau de la taille de la ville ainsi que de la disponibilité des transports publics. Parce qu'on a fait une étude en début d'année pour comprendre, en fait, évaluer l'impact de mobility en termes de durabilité. Et l'une des choses qui est ressortie de cette étude, c'est que 92% des utilisateurs de Mobility ont aussi un abonnement pour les transports publics. Donc, on peut remarquer qu'il y a vraiment une corrélation entre les transports publics et Mobility. Donc, en fait, par exemple, quand on choisit un nouvel emplacement pour Mobility, en général, alors après, il y a toujours des exceptions, mais en général, il faut qu'il y ait une accessibilité au niveau des transports publics. Il faut que la ville ait plus de 10 000 habitants et une certaine demande. Et qu'on puisse avoir un emplacement bien situé et accessible. Donc voilà, on a différents critères. Après, on a différentes offres qui nous permettent aussi d'ouvrir des emplacements de mobility dans des villes plus petites. Mais en général, on part sur le principe qu'on ouvre les emplacements à partir de 10 000 habitants.
Je vous remercie. J'ai une question pour vous, Patrick. Est-ce que vous pensez pensez-vous réellement que finalement les autorités politiques peuvent faciliter cette transition avec le transport de demain, ou est-ce que ça viendrait plutôt de la société civile? Ah, voilà un sujet qui me passionne. Mais je crois qu'on a vraiment besoin des deux. On a vraiment besoin des deux. Il est évident qu'il y a des choses qui ne peuvent venir que des autorités. Il y a un certain nombre de politiques publiques qui doivent être absolument définies. Et c'est le rôle des politiques publiques de donner ces orientations et d'inviter les populations à s'orienter vers un certain nombre de choses. Bon, c'est évident que si on prend la COP21 et l'accord de Paris, voilà, ce sont les États qui sont engagés, bien évidemment avec un large support de la société civile, mais il appartient bien aux États de se dire, eh effectivement, à l'horizon de 2040, 2050, 2060, il faut que nous ayons décarboné. Il est impératif que les villes, à un moment donné, soient peut-être les premières d'ailleurs à se décarboner compte tenu de l'offre qui peut être faite, et puis ça suivra un peu dans les territoires ou dans les continents un petit peu moins développés. On a besoin de politiques publiques également, non seulement pour donner ces orientations générales vers des choix d'énergie, puisque dans la plupart des pays, les grandes sociétés énergétiques, pas partout, mais enfin dans un grand nombre de pays, les grandes sociétés énergétiques sont avec un actionnariat de l'État très, très important, voire complètement dans l'État dans pas mal de pays. Donc il y a vraiment des fondamentaux là qui sont à orchestrer au niveau des politiques publiques. Et puis ces politiques publiques, il faut également qu'elles puissent embrasser des éléments de facilitation de cette transition. On ne peut pas simplement décréter qu'on veut il faut qu'on puisse la faciliter. Alors, comment le faire? Il est bien évident, par exemple, qu'on ne peut pas envisager une transformation très profonde des mobilités d'une façon générale si on n'envisage pas des réformes très profondes de la fiscalité qui s'attache à la fois au transport et aux énergies qui sont utilisées dans ces transports. Et bien évidemment, les questions fiscales sont des questions qui sont pilotées par les gouvernements au niveau d'un État. Donc, le rôle des États est absolument essentiel, tout comme il est fondamental qu'il y ait une politique de développement territorial qui, bien évidemment, doit se faire aussi au niveau d'une coordination nationale, même si le rôle des régions, le rôle des départements, des cantons, enfin, selon les pays où l'on est tout à fait essentiel. Donc oui, il y a vraiment une dimension importante, et j'oublie peut-être aussi une des plus importantes, qui est la dimension de facilitation de la transformation grâce à l'éducation. L'éducation est pour moi absolument essentielle, et je m'étonne d'ailleurs que dans la plupart des pays du monde, cette facette de l'éducation, depuis les plus petits, mais surtout au niveau des préparations des universitaires dans tout le domaine académique, etc. Toute cette éducation autour des thématiques de la transformation des mobilités, de la transformation d'habitation énergétique, tout cet effort d'éducation, de sensibilisation de nos étudiants est très très mince, très très mince. Bon, alors il y a certainement des exceptions, mais elles sont quand même à mes yeux assez peu nombreuses quand je vois le panorama universitaire mondial. Donc ça, c'est très important qu'il y ait cette cohérence. Et cette idée que transformer, c'est pas uniquement demander aux gens de changer leur. Il faut qu'il y ait un ensemble de politiques publiques qui facilitent ça. Et puis, transformer va également requérir des changements forts au niveau du monde socio-économique et des entreprises en particulier, et qu'il ne peut pas y avoir, c'est-à-dire une des demandes les plus fortes des patrons du monde entier en 2015, juste avant la COP21, c'était de dire, quand on leur disait, mais est-ce que vous êtes favorable à une décarbonation? Et la réponse était positive. Et ils demandaient même finalement, est-ce que les horizons ne soient pas si lointains que ça? Ils étaient très favorables à une taxe carbone, à la condition qu'elle soit relativement homogène au niveau mondial pour éviter les problèmes de manque de compétition, je dirais, juste. Mais ce qu'ils demandaient surtout, c'était qu'il y ait des fiscalités qui permettent de réduire, ou des mécanismes financiers qui permettent de réduire le risque de l'investissement à long terme dans les technologies bas carbone. Et ça, c'est fondamental, c'est la clé. On ne transformera pas s'il n'y a pas, du côté du secteur privé, des investissements nouveaux dans les industries, du bus, du camion, de l'automobile, des avions, etc. Et si tout ça ne se faisait qu'avec un risque trop élevé. Donc, il faut trouver des mécanismes
minimisation de ce risque. Ça, c'est fondamental. Et à ma grande surprise, d'ailleurs, je ne vois que très, très peu de choses qui sont faites au niveau mondial, alors que ça peut démarrer par des choses très simples, comme tout simplement le temps d'amortissement, par exemple, sur des investissements. Mais je vois très peu de choses de faites. Bon, alors que ça fait partie des conditions sine qua non, mais sine qua non pour qu'il y ait une transformation. Sinon, ce sera marginal, ce sera très faible. Alors après, évidemment, le gros, c'est la partie de la société civile. Hein, et j'ai envie de dire, toute la société civile, peut-être en démarrant avec celle qui est la plus éclairée, qui est peut-être aussi parfois la plus aisée, c'est pas si simple, de façon à ce qu'effectivement cette mutation puisse se faire. Et là, je crois qu'il y a vraiment un effort très, très, très important de tous ceux qui sont en contact avec le grand public, donc avec la société civile, pour que des discours structurés, compréhensifs, progressifs, puissent avoir lieu. On ne peut pas dire tout d'un coup aux gens, vous abandonnez votre voiture diesel et puis vous allez vous acheter un véhicule électrique, d'ailleurs fort cher. Bon, il est évident que ça ne va pas se faire comme ça, parce qu'en particulier ce que l'on voit, et moi je le déplore pas mal, je l'ai souvent dit, quand je regarde en particulier les catalogues des prix des véhicules électriques, des véhicules hybrides rechargeables qui sont offerts au grand public, c'est immensément cher. Et ça n'a d'ailleurs aucune relation, je pèse mes mots, aucune relation vraiment structurée avec ce qu'est la structure de coût de tel véhicule. Hein, puisque, soyons très très clairs, et vous savez que j'ai travaillé précisément en Suisse sur la conception de véhicules électriques, un véhicule électrique doit être moins cher qu'un véhicule thermique. Je l'affirme, et ce n'est pas ce qu'on voit effectivement dans les showrooms. Un véhicule hybride rechargeable aujourd'hui sur le marché, c'est cher, c'est très cher. Donc les gens finalement sont peu incités, alors que c'est une solution qui est au moins un titre de transition, quelque chose qui répond vraiment aux besoins des gens. Et donc là, il y a vraiment, même parmi les gens les plus sincères, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de faire un effort, etc., de véritables freins. En plus de ça, les communications est souvent un petit peu disparate. Combien vois-je encore d'articles disant qu'un véhicule électrique, au final, quand on regarde bien la liste de cycle de vie, ça n'est pas favorable par rapport à un véhicule thermique. Bon, c'est vrai dans certains pays. C'est sûr que rouler en électrique en Australie n'a aucun intérêt en termes d'émissions de CO2. Rouler en électrique en France a beaucoup d'intérêt. Voilà, donc il s'agit un petit peu de différencier ces choses-là et d'expliquer au grand public ce qu'il en est et comment justement les choses peuvent devenir plus faciles. Voilà, et je pense que de ce point de vue-là, il y a véritablement un effort à faire de la part de la société civile, mais de l'ensemble des acteurs qui travaillent, et je pense en particulier à tous les secteurs de la communication et du marketing, hein, qui ont un rôle absolument essentiel dans tout ça. Marketing vers les véhicules individuels, marketing vers les secteurs de transport public, marketing vers le car sharing, puisqu'on en parle là, et c'est une dimension importante et très intéressante. Donc, je crois qu'il y a vraiment là quelque chose d'absolument fondamental. Et bon, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, cette dualité et ce bon équilibre entre initiative du côté de l'État et initiative de la société civile allez, je vais le dire comme ça, n'a pas encore atteint une vitesse de croisière totalement satisfaisante. Hein. Chaque secteur s'attend un petit peu, et il y a en particulier aujourd'hui, en tout cas c'est comme ça que je le vois en France, je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, mais en France au moins, on va dire que la société civile attend beaucoup trop de la part de l'État, se disant c'est l'État qui va effectivement gérer, qui va organiser, qui va rendre. Ça ne peut pas être ça. Un État ne peut que créer des conditions favorables pour, à travers des tas d'orientations, hein, comme je les ai évoquées, à la fois fiscales, à la fois de politique publique générale, de réflexion sur la politique de développement territorial, de développement des grands axes et des grands réseaux de communication. Voilà. Et en même temps, il faut qu'il y ait cette fièvre du côté de la société civile pour dire, bon, puisque nous voulons des villes moins polluées, puisque nous voulons effectivement jouer contre le changement climatique, etc., on comprend bien qu'il nous faut faire un effort, ça ne va pas se faire avec zéro coût,
ou en tout cas, toutes choses égales par ailleurs, ça n'est pas possible. Et donc, il faut qu'il y ait un petit peu cette adaptation. Aujourd'hui, les discours, en revanche, qui devraient nous y préparer, sont souvent un petit peu trop abrupts, trop sectaires, trop simplistes. Hein. J'insiste beaucoup toujours sur une chose pour dire, c'est un vieux professeur qui m'avait dit ça quand j'étais étudiant, vous voyez, ça remonte à très 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 longtemps déjà, et ce professeur disait, la modernité, c'est la complexité maîtrisée. Et il avait parfaitement raison. Et je vois qu'aujourd'hui, à la fois du côté des États et du côté de la société, tout le monde semble encore être à la recherche de la solution miracle. Il n'y en a pas. Les solutions que nous avons collectivement à développer sont des solutions multiples et dont, grâce en particulier aux outils numériques, nous saurons les utiliser collectivement. Hein. Mais je me souviens de l'utopie des années 90, ce qui était quand même assez étonnant, c'était « Ne vous inquiétez pas, bonnes gens, après le pétrole viendra l'hydrogène ». Grotesque. On n'a pas vu venir l'hydrogène et on ne va pas tomber dans une société d'hydrogène avant un futur peut-être très, 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 très lointain. Hein. Voilà. Mais en revanche, dans les 30 ans qui viennent, qui est le futur auquel on s'intéresse, allez, d'ici 2050, l'hydrogène aura une part, mais il faudra aussi des batteries, il faudra aussi des supercondensateurs, il faudra aussi de l'induction pour tout ce qui est électrique, il faudra du biogaz, il faudra… Et la grosse difficulté qui se présente à la fois pour les décideurs institutionnels et pour la société publique, la société civile, c'est évidemment de savoir jouer avec cette multitude d'offres. Et donc, je jouais avec cette nécessité d'investir dans différentes directions. Et finalement, peut-être n'avons-nous pas encore atteint collectivement ce niveau de maîtrise sur cette complexité qui est là, pour que cette complexité soit managée, maîtrisée et donc parfaitement acceptée par tout le monde. Hein. Je prends l'exemple du smartphone, c'est très complexe. C'est parfaitement maîtrisé, donc voilà, son usage est tout simple. On a un zoom merveilleux là entre nous, ça fonctionne. Hein. Voilà, parce que tout simplement la complexité a été maîtrisée. C'est un peu, je prends souvent l'exemple un peu ridicule, mais je l'évoque quand même, de la cuisine. Hein. Dans une cuisine, vous avez à la fois des micro-ondes, vous avez du gaz, vous avez différentes choses. Vous gérez ça très bien. Hein. Il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas en train de dire il me faudrait une seule solution. Voilà, au niveau de la transformation des mobilités, à la fois avec les offres personnalisées et les offres collectives, à travers la diversité des énergies que l'on va devoir utiliser, il y a une certaine complexité à devoir gérer, mais qu'il faut réussir à rendre simple dans l'usage quotidien. Voilà, c'est notre défi à tous, mais je pense qu'on va y arriver. Merci Patrick. Pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez sur le fait que les politiques publiques doivent accompagner la transition. Alors, une question pour vous, Stéphanie. Est-ce que vous avez l'impression chez Mobility que… Enfin, vous parliez tout à l'heure, par exemple, de la ville de Zurich qui a ajouté des taxes sur les scooters, si j'ai bien compris, ou pas sur les scooters, mais vraiment sur toutes les mobilités qui sont sur la voie publique. Donc aussi pour les trottinettes, les vélos, enfin vraiment tous ceux qui occupent. Est-ce que du coup, cet accompagnement, est-ce que vous avez l'impression d'être bien accompagné d'un point de vue politique publique, ou est-ce que c'est quelque chose qui au final peut-être vous freine ou qui est trop lourd à gérer selon les modèles, enfin voilà. Alors, Mobility n'est pas impliqué politiquement, c'est-à-dire qu'on est politiquement neutre. Maintenant, c'est vrai qu'on a des souhaits parfois, et comme par exemple les bornes électriques ou les autorisations. Et donc, parfois, on fait des demandes officielles, comme par exemple pour lancer les voitures en free floating, donc en libre service à Bâle et à Genève. On a eu besoin d'autorisation vraiment des cantons et des villes. Par exemple, à Genève, on a reçu un macaron. Le canton de Genève a créé un macaron pour favoriser le car sharing en free floating dans le canton. Et après, ils ont mis des conditions cadres. Donc, conditions cadres pour avoir l'autorisation de pouvoir se parquer dans la ville. Et l'offre qu'on leur a proposée avec Mobility Go rentrait dans ces conditions cadres. Donc, on a pu mettre 100 voitures. Donc, actuellement, il y a 100 voitures en free floating qui roulent au gaz naturel, au biogaz même,
dans la ville de Genève et quelques communes aux alentours. D'accord, mais donc c'est quand même quelque chose qui au quotidien, comment dire? Donc les pouvoirs publics, on a des contacts avec eux, mais disons qu'on n'est pas, on n'a pas de poids, disons, on a des souhaits, mais après faut que les faut que Vous êtes quand même tributaire de ce genre de décision un peu politique. Absolument. Donc Mobility et toute autre société en fait qui sont liées à la mobilité, toute société privée en fait comme nous. Ouais. Merci. Nathalie? Alors moi j'avais une autre question, je rebondis aussi sur ce que vous disiez Patrick tout à l'heure, mais qui faisait écho, ça serait intéressant d'avoir votre avis aussi Stéphanie, sur ces entreprises où voilà, il y a des fois l'État qui peut influer, mais il y a aussi des fois les initiatives d'entreprises qui suivent un peu les tendances de jeunes. C'est vrai que pour beaucoup, en tout cas pour les millennials et puis pour les plus jeunes, la voiture électrique est très importante. Je me demandais quelles étaient pour Mobility, en tout cas, les perspectives de développement pour votre société. Par exemple, est-ce que vous songez à remplacer votre flotte de véhicules par des véhicules électriques, entre autres, ou d'autres choses? Alors, on a le projet d'ici 2023 d'avoir minimum 700 véhicules sur nos 3000 véhicules qui soient à moteur alternatif, donc c'est-à-dire soit électrique, soit hybride, soit au gaz naturel. Donc vraiment faire un mix qui soit intéressant pour les utilisateurs et pour nous, pour vraiment en fait réduire les émissions de carbone au maximum. Dans l'idée, pour tout ce qui est véhicule hybride, électrique, on dépend aussi du prix d'achat. Faut aussi que les gens les utilisent parce qu'il y a parfois une certaine méfiance en fait des utilisateurs pour pouvoir utiliser ces voitures. Et nous, notre rôle aussi, c'est de démystifier ces véhicules. Et de montrer que en fait c'est très simple. J'ai essayé une de nos voitures dernièrement. Je suis allée à la gare, faut juste débrancher en fait le petit câble à l'avant, le laisser sur place, aller faire le tour. Il y a plus de 200 km d'autonomie, faire les courses ou le déplacement ou le loisir dont on a besoin avec ce déplacement, venir rebrancher et partir. Et c'est exactement comme une autre voiture. C'est vraiment simple et en fait, il faut juste démystifier un tout petit peu ces voitures électriques. Sachant que les voitures sont toujours rebranchées après l'utilisation, donc il y a toujours les voitures ont toujours assez de carburant pour la course. Mais justement, Patrick, si vous voulez peut-être réagir, comment est-ce que vous parliez justement tout à l'heure que l'impulsion doit aussi venir de la société civile, etc. Comment est-ce que, par rapport à ce genre de choses, par exemple les véhicules électriques, il faut démystifier le fait de choisir un véhicule électrique. Comment est-ce que concrètement vous feriez pour essayer d'expliquer aux gens que ça ou ça, c'est mieux, que c'est bien. Voilà. Bon. Mais écoutez, il y a plein de choses à faire. Mais je pense que ce que disait Stéphanie était très intéressant parce que je pense que ces expériences de car sharing, de carpooling, de partage, tout simplement de prêt, de location de voitures, sont des occasions absolument formidables pour offrir aux gens l'occasion de tester quelque chose de neuf. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et en plus, avec l'accompagnement qui peut être apporté dans des structures comme celle de Mobility ou d'autres, je pense que c'est une phase d'apprentissage qui justement est très apaisante, qui permet de décontracter les gens, de leur montrer comment on fait, parce que vraiment, c'est plus que simple. Hein. À côté de ça, conduire un véhicule thermique, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et alors que l'électrique est vraiment très simple. Un hybride rechargeable, c'est pareil, c'est extrêmement simple. Et donc, je crois que effectivement, tous ces acteurs qui permettent à un moment donné d'offrir une expérience un petit peu nouvelle quand même,
tous ces acteurs-là ont un rôle tout à fait majeur et je pense que c'est beaucoup par eux que les choses vont passer. Bon, ça, je crois que c'est important. Deuxième élément qui, pour moi, est fondamental, c'est d'essayer d'en revenir à des fondamentaux, des fondamentaux simples. Un véhicule, aujourd'hui je reviens là-dessus, un véhicule électrique devrait être un véhicule peu cher. Et il peut être extrêmement joli, extrêmement mignon, extrêmement confortable, etc. Mais il est peu cher et avec une qualité de conduite, un agrément de conduite tout à fait considérable. Bon, aujourd'hui, ils sont chers parce que ils sortent en tout petit nombre et puis que les constructeurs globalement, je dirais, remettent sur ces véhicules des frais généraux, etc. Mais stricto sensu, cette offre ne devrait pas être au prix où elle est et il faut en convenir. C'est-à-dire que globalement, dès lors qu'une offre de véhicules électriques ou même hybride rechargeable simple, atteindrait des niveaux accessibles, je pense que les gens iraient. Mais aujourd'hui, c'est vrai que de ce point de vue-là, l'incitation n'est pas forte. L'incitation n'est pas forte. En plus de ça, on annonce des kilométrages très élevés qui ne sont pas ceux qu'on expérimente au quotidien. Moi, ça fait des années que je roule en électrique et que je roule en hybride rechargeable. Donc, je connais bien. Je vois bien qu'en Auvergne, là où je vis, je consomme à peu près 23 kWh au 100 km. Lorsque je dis au constructeur, il me dit « là, c'est beaucoup. » Ben non, c'est ce que je fais. Et mon médecin, qui est aussi un véhicule électrique, a exactement la même consommation, etc. Mais on continue à donner des kilométrages qui sont basés sur une consommation de 15 à 16. Ce n'est pas la réalité. Donc finalement, il n'y a pas une expérience consommateur. On parle beaucoup d'expérience consommateur aujourd'hui dans tous les secteurs marketing et c'est fondamental. Mais l'expérience consommateur, elle est complètement mauvaise parce que l'expérience n'est pas ce qui a été dit. Alors que finalement, il y a énormément d'atouts à pouvoir conduire en électrique. On a une conduite vraiment apaisée, on a à la fois de la puissance, du couple, tout ce qu'on veut, c'est extrêmement agréable. Mais il y a aussi le fait qu'effectivement, on n'a pas la même autonomie qu'avec un véhicule thermique, mais encore faut-il choisir les choses, et c'est là où, si on a besoin de faire plus, un hybride rechargeable peut très bien faire. On pollue un petit peu le débat avec les histoires de charge rapide. Bon, moi, j'ai commencé ma vie, je fais ma thèse là-dessus sur les batteries. Une batterie, c'est un phénomène chimique. Comme tous les phénomènes chimiques de transport, d'ions, etc., ça prend un peu de temps. Voilà. Si on le fait mal, si on le fait trop vite, ça ne se présente pas si bien que ça. On fatigue, on perd de l'autonomie. Donc, une batterie n'est pas faite pour être chargée rapidement. Je n'entends parler que de charge rapide. Et je n'entends parler que de stations de charge rapide. Ça coûte cher. Et alors que si vous avez un hybride rechargeable, ne serait-ce que pour démarrer cette expérience, il suffit d'une prise classique, 3 kW, pour pouvoir effectivement recharger votre batterie. Évidemment, ça prend du temps, mais c'est comme ça, c'est conçu comme ça, de l'électrique. N'attendons pas que ce soit rapide. On essaie de forcer des systèmes qui ne seront pas viables. Les gens, une fois de plus, seront mécontents parce qu'ils perdront après X charge et recharge. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on ait un langage de vérité. Et je l'ai souvent dit dans des conférences que je fais, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un contexte de vérité. À la fois, les États ne donnent pas effectivement les véritables indications qu'ils devraient donner sur le coût objectif des choses, ne changent pas forcément la fiscalité pour pouvoir apporter des éléments adéquats de développement. Les constructeurs qui font l'effort, pour ceux qui font l'effort de construire des véhicules comme ça, donnent finalement des messages sur les performances de ces véhicules qui ne sont pas les bons messages, je suis obligé de le dire et je peux le démontrer vraiment quand on veut, en conditions réelles, bien évidemment. Et c'est ça que les gens attendent. Et c'est dommage, de la même manière que, si vous voulez, on nous dit aujourd'hui que l'avenir est au véhicule autonome. Bon, très bien. Alors, il faut qu'on s'entende bien sur ce que l'on sait faire en véhicule autonome et quand on va les avoir. C'est pas demain. Je ne vois pas beaucoup d'un constructeur annoncé dès 2021-2022. Je pense que vous allez attendre comme moi parce que le réseau n'est pas prêt, parce que la technologie n'est pas prête. Ce qu'on sait faire, c'est de l'autonomie sur autoroute, on sait très bien faire. De l'autonomie à petite vitesse en ville, on sait très bien faire. Dans les conditions normales pour aller de Clermont-Ferrand à je ne sais pas, à Genève, en passant par des voies un petit peu, on ne saura pas le faire tout de suite, sauf à prendre uniquement des voies autoroutières. Bon. Donc ça, c'est une réalité. Mais en même temps qu'on nous dit que les véhicules autonomes sont pour demain, on continue à construire des chars. Or, si les véhicules autonomes peuvent exister, c'est qu'on a de bons systèmes d'évitement de collision.
L'évitement de collision devrait donc dire qu'on n'a plus besoin d'avoir des véhicules qui sont des tanks, on peut avoir des véhicules beaucoup plus légers. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et l'avenir de la transition énergétique vers l'électrique passe naturellement par des véhicules beaucoup plus légers. Donc je ne comprends pas pourquoi, pourtant je suis assez bien informé, pourquoi toutes ces technologies dont on dit qu'elles sont présentes n'arrivent pas à être tout simplement mises dans des véhicules électriques légers, puisque précisément le problème du véhicule électrique, c'est d'embarquer suffisamment d'énergie pour aller loin. Hein, et donc, vous pourrez embarquer des batteries qui resteront toujours un peu lourdes, hein, c'est le principe même d'une batterie. Pour embarquer plus d'hydrogène et aller loin si on utilise une pile à combustible, il faut compenser cela par, effectivement, des véhicules conçus plus légèrement. On a toute la technologie pour, et nous pourrions offrir des véhicules top, 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 je dis bien top, top, top en termes de qualité, en termes d'agrément, etc., à des coûts tout à fait intéressants, qui faciliteraient la transition, mais pour l'instant, pour des raisons très dogmatiques, là encore, je dirais, c'est la plateforme unique sur laquelle on construit tous les véhicules, etc. Aujourd'hui, les véhicules qu'on voit sont des véhicules, je parle des véhicules électrifiés, sont des véhicules non pas conçus comme des véhicules électriques, mais des véhicules classiques électrifiés, trop lourds, trop consommateurs d'énergie, trop chers et bien évidemment peu favorables. Et donc je crois que c'est là où, à un moment donné, il faut que tous ensemble, on se dise, bon, cette situation de non-vérité, hein, on se gargarise avec l'idée qu'on veut faire une transition, mais on ne se donne absolument pas les moyens de se mettre dans des situations où cette mutation électrique, hein, mutation énergétique, parce qu'on peut aussi utiliser des biogaz et des choses comme ça, mais enfin, soyons très clairs, il n'y en a pas des quantités qui permettent d'éliminer complètement les fossiles. Il faut qu'on se mette dans ces conditions où effectivement ça devient possible. Aujourd'hui, je dirais que tous les éléments, on ne les a pas mis du côté de la transformation. Et c'est là où on est amené un petit peu à se dire que, voilà, on dit qu'on veut transformer et on transforme d'une manière pépère, quoi, qui ne nous amènera pas à une transformation fondamentalement forte dans les 30 ans qui viennent, alors que c'est ce que l'on veut. On voudrait qu'effectivement, d'ici 2050, globalement, dans les pays les plus développés comme les nôtres, on soit passé à une société décarbonée. Voilà, mais il faut pour ça qu'un certain nombre de paradigmes changent. On sait fort bien lesquels il faudrait faire changer. Je vous garantis que les Chinois en particulier ont parfaitement compris la chose et qu'ils vont arriver prochainement avec des offres qui seront effectivement avec des changements de paradigme importants et que ça va malheureusement faire du mal à l'économie européenne, à l'économie américaine, l'économie occidentale, nationale, qui, alors qu'elle a eu beaucoup d'occasions d'être aux avant-postes dans cette mutation, a levé le pied, a pris du retard et a voulu continuer sur des modèles anciens qui sont des modèles qui sont à terme condamnés. Et je crois que ça, c'est quand même très important. On essaie d'avoir ce langage de vérité, tout comme sur les transports en commun. Moi, j'utilise beaucoup les transports en commun, je suis très favorable, mais je suis parfois excédé quand on me parle d'abandonner les voitures et de passer tout en transport en commun parce que ça ne répond pas à tous les besoins et que globalement également quand vous êtes en famille, prenez le train en famille, c'est cher, c'est très cher et que donc finalement les conditions ne sont pas requises pour que de manière naturelle, en fonction des critères les plus standards des familles, les gens puissent effectivement basculer dans un système qui leur paraîtra intéressant. Je vous remercie Patrick. J'avais une question également. Ça me fait rebondir également sur parce qu'on entend souvent dire que la voiture est de plus en plus mise de côté chez les jeunes, en particulier en Europe du Nord, surtout dans les grandes métropoles. Et effectivement, j'allais poser justement ça à Stéphanie sur en fait, est-ce qu'il existait une voiture du futur ou est-ce plutôt dans le mode de partage puis ça faisait vraiment référence à la voiture autonome. En tout cas, est-ce qu'on sera toujours sollicité ou complètement débarrassé de la corvée de conduite avec des systèmes intelligents, ordinateurs de bord type robot, ou bien est-ce que dans les smart cities, les villes intelligentes de demain, on peut s'imaginer un autre type complètement, par exemple, je pense à Elon Musk avec les Hyperloop. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres types de transports complètement fous dans la ville de demain? Comment vous voyez ça?
Alors, dans la ville de demain, ça, je ne sais pas. Peut-être, enfin, je pense que vous parliez tout à l'heure, Monsieur Aliva, des voitures autonomes. Je pense que, par exemple, c'est une voiture qui est très propice pour le car sharing, dans le sens où c'est des voitures qui pourront être utilisées par différentes Bien personnes. sûr. Maintenant, pour voir avec une vision un tout petit peu moins loin et qui est plutôt actuelle, mais qui, je pense, va pas mal va beaucoup modifier en fait la mobilité. C'est pas forcément soit la voiture, soit le vélo, soit le bus, mais justement d'avoir une vraie mobilité combinée. Et c'est probablement, alors là, ben, bien sûr, il y a plusieurs applications qui se développent un petit peu partout dans le monde et en Suisse aussi sur la multimodalité. Donc, en un seul clic, sur une seule application, pouvoir voir en fait quel est le mode de déplacement le plus propice pour aller d'un point A à un point B et pour pouvoir calculer aussi le retour déjà d'avance. Est-ce que c'est en prenant, par exemple, le train et puis arriver à destination, peut-être prendre une voiture ou un bus, un vélo électrique, une trottinette, ou alors justement pour ce trajet-là, ben, c'est plus propice de prendre sa voiture privée. Je pense que la multimodalité, le multi-choix en fait de la mobilité est plutôt en fait l'avenir. On voit dans les villes actuellement il n'y a plus que la voiture. Aujourd'hui, il y a des gens qui marchent, qui prennent le bus, qui prennent le train, qui prennent une trottinette électrique, qui prennent un vélo électrique, qui prennent un vélo classique. Et qui parfois ont besoin d'autres moyens de transport et ce mix en fait de tous ces moyens de transport pour moi c'est vraiment l'avenir et, et, et vraiment pouvoir en fait combiner tout ça et de manière très simple en un seul clic et avoir vraiment le meilleur moyen de se déplacer. Et ça, c'est pas si loin. Enfin, je pense que c'est d'ici quelques mois, on pourra faire ça très facilement. Je vous remercie. J'avais une autre petite question concernant les entreprises. Vraiment, ça peut s'adresser à vous deux, Patrick ou Stéphanie. Finalement, aujourd'hui, comment s'assurer que les entreprises développent effectivement des programmes dits durables et finalement ne fassent pas simplement ce qu'on appelle du greenwashing? Vous voulez que je démarre? Allez-y. Puisque je viens d'une entreprise, une grande entreprise de la mobilité, puisqu'on a vendu des pneus depuis 1889, Michelin vendait des pneus. Écoutez, je pense qu'une entreprise, elle obéit quand même à une loi extrêmement simple, qui est de dire je ne survis pas si je ne vends pas des choses qui correspondent aux besoins de nos clients. Je peux éventuellement tenter de forcer les choses et de rester quelque temps encore avec des technologies plus anciennes en montrant que finalement elles sont fiables, les gens ont l'habitude, etc. À un moment donné, ça ne marche pas. Si vous n'offrez pas des choses qui répondent aux besoins des clients et qui sont appelés par les clients, vous mourrez, tout simplement. Voilà. Et donc ça, ce principe est assez simple, c'est-à-dire que dès lors que le grand public, la société civile demande fortement quelque chose et vote avec ses pieds, c'est-à-dire à la limite à un moment donné refuse d'acheter des véhicules thermiques classiques qui sont des tanks et qui consomment quasiment autant qu'en moyenne dans le monde, et en conditions réelles autant qu'il y a 50 ans globalement. Je maintiens ce que je dis. Voilà, on a la possibilité de faire bouger les choses. Et c'est évidemment une tentation. On prenait beaucoup de constructeurs au niveau mondial. Beaucoup de constructeurs sont dans des situations, je dirais, de santé financière, on va dire relativement moyenne. On en connaît qui marchent très très bien, mais la majorité opère quand même avec des marges qui sont relativement faibles. Et donc, quand on voit l'ampleur des investissements nécessaires pour faire vraiment changer les choses, parce qu'effectivement, passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, que ce soit un bus, un camion, etc., tout ça, une voiture, c'est quand même énorme. Vous avez des usines, vous avez du personnel attaché. Ce sont des décisions difficiles. Et donc, vous avez forcément la tentation de rester autant que faire possible sur de
de l'innovation incrémentale, c'est-à-dire du progrès, mais qui n'est pas la rupture. La rupture est compliquée, hein, même si c'est la vocation même de l'entreprise d'accompagner des ruptures. Donc il y a une tendance effectivement à rester. Et on est typiquement au niveau mondial, c'est typiquement ce qui se passe aujourd'hui. On sent qu'on est dans les derniers feux, hein, du maintien de trucs qui sont à bout de souffle, quoi. Bon, mais et donc à un moment donné, ce qui est fondamental, c'est que la demande de la société civile, du public soit là, et que cette demande soit accompagnée. Là, on revient à votre première question sur les politiques publiques, qui consiste bien à dire, effectivement, il ne s'agit pas de faire des choses complètement brutales, mais de se dire, dans les 20 ans qui viennent, voilà, il faut que les villes soient décarbonées. Il faut que dans les 30 ans qui viennent, l'ensemble de la mobilité soit décarbonée. De façon à donner une certaine prévision, à mettre les entreprises globalement dans les mêmes règles du jeu. Et après, effectivement, c'est au jeu des entreprises de jouer ce qu'elles savent très bien faire, c'est-à-dire investir, être plus malines les unes que les autres en termes de communication, de marketing, d'offres produits, etc. Mais dès lors que les règles sont assez bien connues. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait peur aux constructeurs? Ce qui fait peur aux constructeurs en particulier, c'est de ne pas avoir la certitude que, compte tenu de ce sont les politiques publiques d'aujourd'hui, avoir la certitude que l'on s'achemine véritablement vers cette transformation à des horizons donnés. L'horizon n'est pas fixé, il n'est pas complètement déterminé, même si beaucoup de pays ont dit qu'ils voulaient décarboner en 2050, etc. Mais tout ça reste au niveau du vœu. Ça n'est pas véritablement institutionnalisé. Toutes les mesures d'accompagnement aux politiques publiques n'ont pas été prises, les mesures de fiscalité adaptées n'ont pas été prises. Et donc, beaucoup, légitimement, de constructeurs se disent, mais je vais prendre des risques éhontés. Là, déjà que je ne suis pas en santé, dans une santé financière extraordinaire, comment puis-je assumer ce risque supplémentaire? Voilà. Donc, ce qui est fondamental, c'est ça. Pour l'entreprise, elle a tout intérêt. C'est son intérêt vital que de répondre aux attentes de la population. Voilà. Et donc, il faut que cette population s'exprime et qu'elle s'exprime par ses actes d'achat, par son vocabulaire, par ces choses. Aujourd'hui, l'expression du grand public, elle est encore floue. Il y a à la fois le souhait de vouloir transformer des choses, mais il n'y a pas la volonté de transformer des modes de. Donc, moi, j'observe que à la fois du côté du public et du côté des entreprises, on est encore sur un mode expérimental. Je tente un petit peu de car sharing aujourd'hui, je me fais une petite expérience de ceci ou de cela. Du côté des entreprises, c'est un petit peu la même chose. Je fais des petits coups d'approche pour voir un petit peu comment ça se passe, etc. etc. Mais on est toujours dans cette phase d'approche. Voilà. On n'est pas encore dans l'action véritablement, mais je pense qu'un alignement de la demande et des politiques publiques peut très rapidement, effectivement, inviter les entreprises à se sentir sécurisées pour changer, effectivement, d'orientation. Voilà, un premier élément. Je laisse Stéphanie. Je rajouterais aussi que, par exemple, il y a un besoin aussi pour les entreprises de suivre les tendances et de savoir s'adapter. Dans le sens où aujourd'hui, il y a des révolutions au niveau de la mobilité à peu près tous les 2 ans entre les trottinettes électriques, les vélos électriques qui arrivent. On a vu beaucoup de choses passer qui n'ont pas forcément duré, mais il y a énormément de choses qui arrivent, qui essayent, qui passent. Et je pense que c'est aussi important pour les sociétés de savoir s'adapter et de savoir se réimaginer pour pouvoir aussi survivre à tous ces changements aussi technologiques, aussi au niveau de l'électrique, au niveau de l'hybride, pour les constructeurs automobiles par exemple. En tout cas, je voudrais juste rajouter une petite chose concernant Mobility, c'est qu'on a la chance d'être en forme juridique en société coopérative, ce qui nous permet aussi d'avoir une vision à long terme et de ne pas non plus devoir faire des bénéfices absolument à court terme, mais de pouvoir en fait vraiment réinvestir tout cet argent dans le développement de l'entreprise, de viser un développement durable de l'offre et de pouvoir avoir une vision un petit peu plus à long terme sans devoir vraiment se réadapter tout de suite pour faire du bénéfice instantané en fait. Voilà. Merci. Je voudrais peut-être, si vous permettez, là, rajouter un petit élément parce qu'il est important. On est dans cette phase là, de post-confinement, tout le monde nous parle effectivement
de cette crise sanitaire qui est une réalité, de cette crise économique et sociale qui est aussi une réalité. Et donc, on a besoin que l'avenir nous apporte à la fois, je dirais, des éléments de sécurisation sanitaire, bien évidemment, mais aussi de l'emploi hein, et de la croissance. C'est bien évident qu'on a besoin de ça. En tout cas, pour moi, c'est évident. Et je dirais qu'il y a la clé de la croissance, elle est assez simple, si je peux me permettre un micro-cours d'économie. Hein. C'est que la croissance, ça vient essentiellement de l'innovation, de l'investissement dans l'innovation et du fait que cette innovation est pertinente pour une population très large. Hein. C'est ça qui crée un marché. Voilà, c'est ça qui crée effectivement les éléments d'une croissance. On a dans ce contexte-là des éléments aujourd'hui extrêmement positifs globalement. On a une démographie mondiale qui est très très importante. Hein, importante. Vous parliez de jeunes, de millennials, il y en a beaucoup. Et regardez les continents africains, regardez les continents sud-américains, les continents asiatiques, etc., la jeunesse de cette population. Donc il y a vraiment une aspiration là qui est absolument extraordinaire. On a plein de capacités d'innovation aujourd'hui que nous n'avions pas complètement il y a 20 ou 30 ans, c'est évident. Et on a des capacités d'investissement parce qu'il y a de l'argent. De l'argent, il y en a. Donc, je dirais les trois ingrédients qui sont là au service finalement d'une reprise de la croissance et donc d'un développement des entreprises, ces éléments sont là. Voilà. Et moi, ce que j'espère, c'est que justement, de plus en plus de décideurs, à la fois du côté public et du côté privé, prennent progressivement davantage conscience que ces éléments positifs, terriblement positifs, sont là pour se lancer. Et comme le disait Stéphanie, aujourd'hui, il y a plein de choses, que ce soit dans des véhicules plus ou moins lourds, plus ou moins légers, des 2 roues, des 3 roues, des monoroues, des pleins de roues, des trucs qui peuvent aller un peu dans l'air et puis sur terre. Enfin, je dirais que objectivement, tout devient possible et on peut trouver des marchés un peu partout. C'est pour ça qu'il y a tellement de startups qui finalement arrivent à démarrer. Prenez même des rails. Bon, alors je sais que la Suisse est un pays merveilleux pour le rail, donc et vous avez eu depuis de nombreuses années une grande constance là-dedans. C'est formidable, mais sur des rails, on peut mettre plein d'autres choses aussi que des trains. Voilà, on peut utiliser des rails à faire des tas de choses, et en particulier avec des choses autonomes, avec des choses beaucoup plus légères, à certains horaires, à certains moments. Il y a plein de choses que l'on peut faire et qui sont aujourd'hui techniquement faisables, en particulier grâce à l'ajout du numérique. On parle beaucoup de rénovation sur les circuits courts, hein, dans la logistique. On n'a pas beaucoup parlé de logistique, mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et cette organisation des circuits courts permet aussi des solutions très intéressantes par voie aérienne qui n'ont pas besoin d'être des voies aériennes très motorisées ou alors motorisées électriquement et avec de faibles puissances pour faire des distances relativement courtes. On n'a pas besoin d'avions forcément. Hein, je prends des choses comme les Flying Whales, par exemple, ces sociétés là qui font des montgolfières pour le transport d'exploitation forestière, de choses comme ça. On a plein d'atouts à notre disposition, à la fois sur terre, dans les airs et éventuellement sur voie d'eau, hein, que ce soit des rivières ou des lacs, et un contexte général très porteur. Plus une aspiration quand même à ce qu'il y ait une prise en compte d'une considération environnementale. Voilà, moi j'ai envie de dire que quand même les conditions sont loin d'être défavorables. Et j'invite personnellement à la fois le décideur du secteur public et du secteur privé à se dire, bon, bingo, c'est le moment d'y aller, quoi. Arrêtons d'être timides et arrêtons d'être timorés. Hein. Alors, sur cette note d'avenir, je vais vous poser juste une petite question finale. Donc, comme Nathalie l'a dit au début, on continue notre travail à la Fondation sur une activité d'expertise qui va justement se baser un peu sur les villes intelligentes, les défis des villes intelligentes. Comment est-ce que vous définiriez le transport de demain en 3 mots? Je vous laisse commencer, Stéphanie, peut-être. Transport de demain, allez, la multimodalité. Oh non. Patrick? Alors, moi, je reprends ce mot-là. Hein, j'y rajoute légèreté, parce que je pense qu'on est capable aujourd'hui de faire des choses beaucoup plus légères et énergétiquement très, très, très efficaces. Et j'y rajoute
n'ayons pas peur de la complexité apparente. Très bien, merci. C'était plus que 3 mots. Hein. Je vous remercie en tout cas de ce partage d'opinions très très riche. On aurait envie de continuer. C'est vrai que je vous remercie encore Patrick de prendre sur vos vacances et puis on va ça fait plaisir, il n'y a aucun souci. Bon, il y a eu un peu de bruit, je suis absolument désolé, hein, mais les enfants, c'est difficile à maîtriser. Hein. On s'excuse auprès de vos petits-enfants. Voilà, j'en ai 11, alors ça fait du bruit. Hein. Ah oui. Et encore, ils ont été sages alors. Ouais. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage et ce partage d'expérience. Vous pourrez nous retrouver en tout cas sur YouTube, sur notre site internet. On va s'arrêter là pour le moment. Et puis, je voulais en tout cas vous remercier, Stéphanie, aussi pour tout l'apport et puis votre présence, votre temps. Et puis vraiment, j'invite les personnes qui nous suivent actuellement ou qui regarderont cette vidéo à vraiment bien, je dirais, prendre connaissance de notre dernière publication qui aborde en tout cas tous ces points et qui peut vraiment laisser ouvert ces problématiques sur les grandes métropoles européennes. Donc, voilà. Merci beaucoup et puis bon appétit. Merci.